les femmes dérouillaient leur grossesse sans surveillance médicale et accouchaient chez elles. Aujourd'hui, l'attente d'un bébé est une période hautement surveillée avec des examens obligatoires. Il faut faire les examens pendant la grossesse pour avoir un enfant en très bonne santé. Cela permet de protéger l'enfant et la mère. C'est pour protéger la mère et l'enfant, c'est pour éviter beaucoup de risques de mortalité. Parce que tu dois savoir comment d'abord la mère se porte d'abord. Et après faire les échographies pour pouvoir voir comment l'enfant est situé. Pour éviter les maladies et les malformations de l'enfant. Les consultations prénatales permettent aux médecins de veiller au bon déroulement de la grossesse et de détecter les troubles qui pourraient mettre en danger la vie de la mère ou de l'enfant. Les avantages en faisant les consultations, c'est d'abord un enfant en très bonne santé, intelligent et puis bien portant. Ça permet d'être en bonne santé, vous et votre enfant, et faciliter votre accouchement. Les avantages qu'on peut avoir en faisant les consultations prénatales, c'est que la mère peut être en bonne santé, l'enfant aussi en bonne santé. Les consultations pendant la grossesse commencent à chaque fois avec un bilan de l'évolution de la santé de la mère et du fœtus. La première doit avoir lieu au cours du premier trimestre de la grossesse. Elle prend en compte les antécédents médicaux, chirurgicaux, gynécologiques et obstétriques de la mère, ainsi que la manière dont elle a vécu le début de la grossesse. La consultation du 4e mois permet d'examiner la nature du col de l'utérus, sa taille et le cœur du bébé. L'examen du 5e mois, quant à lui, donne l'occasion à l'échographie dite morphologique de déceler d'éventuelles malformations. Au 6e mois, en plus des examens habituels, a lieu une sérologie pour dépister éventuellement une hépatite, glycémie ou numération formule sanguine. La consultation du 7e mois est une visite de routine qui servira à contrôler que tout va bien. À l'examen du 8e mois, l'obstétricien fait en général la 3e échographie. Il pratique aussi un examen du bassin pour préparer l'accouchement. Ces consultations vont permettre de préparer au mieux l'accouchement et d'éviter que la santé de la mère et du futur bébé soit mise en danger. Les risques que court la femme quand elle ne fait pas ces consultations, elle peut elle-même mourir, l'enfant aussi peut mourir ou bien il peut avoir d'autres complications. Ça fait que toi-même tu es en danger d'abord et l'enfant aussi en danger. Si tu as des maladies dans le corps, tu ne sais pas parce que tu ne vas pas à la consultation prénatale. Ça peut engendrer les accouchements difficiles et aussi les malformations des bébés. Donc, la mère peut perdre l'enfant à cause des difficultés que cela va engendrer pendant l'accouchement. L'enfant peut naître en n'étant pas en bonne santé. Bon nombre de facteurs de risque sont liés à l'insuffisance, voire l'inexistence de soins prénatals, dont la mortalité maternelle et la mortalité périnatale, les malformations physiques et intellectuelles, et plusieurs maladies qui auraient pu être évitées. Alors, chère future maman, pour votre santé et celle de votre bébé, dites oui aux consultations prénatales. Voilà, le postulat est ainsi posé, donc avec notre thématique santé, bien sûr, de ce jeudi. Avec docteur Madi. Bonne année à vous, docteur. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux mamans et aux parents? Plus d'examens? Plus d'examens, plus de consultations prénatales et aussi plus de soins pour elles. Et pas seulement aux mamans, mais aux papas aussi, parce qu'il fait partie aussi des consultations prénatales. Parce que malheureusement, on croit que les consultations prénatales, c'est seulement à l'hôpital. Non, les consultations commencent d'abord à la maison. Le papa, c'est un consultant. Puis c'est lui le sémeur. Pardon? C'est lui le sémeur, il a sémé. Tu comprends ce que j'ai dit? Oui. Ben oui, ben oui. Je ne vois pas bien. Tu ne comprends pas? Parce qu'une femme... Il a commencé. Je n'ai pas commencé, je n'ai pas encore commencé. Parce qu'on croit que la consultation prénatale, c'est vrai que c'est à l'hôpital. Mais elle commence d'abord par le papa, puisque c'est lui qui est le géniteur. Donc l'initiative, malheureusement, c'est que c'est lui-même l'initiateur qui devient le désactivé. Parce qu'il fait des histoires à la femme. Et puis après, maintenant, le fruit de sa sémence, maintenant, s'en va. Donc, la consultation prénatale, pour moi, commence d'abord à la maison. Une question qui me vient, voilà, qui me brûle les lèvres. Vous qui avez l'habitude, au niveau statistique, on aime bien les statistiques à matin bonheur, combien de femmes sur 10 font des examens? Font des examens régulièrement? Non, de façon régulière, parce que c'est un peu... ça a été codé. En fait, il faut 3 consultations. 3 consultations prénatales pour les femmes, parce qu'on trouve que, à cause de la paupérisation du système social, il est bon que la femme passe au moins 3 consultations prénatales. Voilà. Mais sinon, en principe, c'est une consultation par mois.
une consultation par mois. Mais combien de femmes même respectent ça là? Parce que même il y a des femmes qui viennent même, vous m'avez dit, quand on préparait l'émission, qui viennent sans même sans avoir pas du tout. Moi j'ai connu une dame comme ça qui est venue comme ça avec en blanc, elle est venue en blanc comme ça, elle dit ouais, j'ai pas fait de consultation prénatale. Mais c'est dangereux. Oui, c'est très dangereux. Il n'y avait pas de carnet. Pas de carnet, non. Non, l'argument qu'elle a donné, c'est qu'elle allait au village, et au dernier moment, il s'avère qu'elle a eu des œdèmes, c'est-à-dire des pieds qui sont gonflés, et puis sa maman a constaté que ces œdèmes perduraient, et puis bon, donc elle a expédié sa fille. Et elle est arrivée le soir, et puis maintenant, l'accouchement s'est déclenché, et puis elle vient pour accoucher. Elle était surprise par la grossesse? Non, elle était surprise par les contractions, pas par la grossesse. Non, la grossesse, hein, on n'est jamais surpris. Les femmes disent, ça m'a surpris. Il y a des dénis de grossesse. Comment? Des dénis de grossesse. C'est-à-dire? On ne s'en rend pas compte et on sent les contractions. Bon, écoutez, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Sinon, si je vais rentrer là-dedans, ça fera... Parce que déjà, une fois... Non, mais écoutez, quand tu vas avec quelqu'un, c'est normal que les conséquences sont là. Pas les conséquences, mais évidemment, il y a la douceur, c'est vrai, mais en dehors de ça, il y a quelque chose qui doit subvenir, certainement. Alors, pourquoi les femmes ont peur? Que comprend exactement les consultations? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Mais elles n'ont pas à avoir peur. Elles n'ont pas à avoir peur. Au contraire, comme l'a dit l'élément qui est passé, mais c'est pour éviter beaucoup de choses. C'est pour éviter que, d'abord, que l'accouchement se fasse difficilement, éviter qu'il y ait des pathologies qui sont sous-jacentes, qu'on peut régler, notamment au niveau de la toxoplasmose, vous voyez, avec des enfants qui sont mal formés, vous voyez, ou bien la rubéole, des choses qu'on peut déjà prendre en charge avant la naissance, vous comprenez? Ou bien on peut prendre des précautions avant que l'enfant ne vienne. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Ou bien... mais la consultation, c'est 500 francs dans certains centres communautaires. C'est difficile à comprendre. C'est vrai, on peut en même temps critiquer, dire que le gouvernement fait beaucoup, fait moins, mais en tout cas, de plus en plus, il faut reconnaître que ce genre d'examen, tout ça, c'est à la portée de tout le monde, à toutes les bourses. Écoutez, moi aussi, je conseille par l'expérience, je conseille à mes collègues d'aller doucement, vous comprenez, d'aller à l'essentiel. Malheureusement, c'est qu'on prescrit toute une batterie d'examens. Et puis, bon, ça coûte 20 000 francs. Oh, 20 000 francs, c'est le salaire d'un vigile. Oh, excusez-moi, mais c'est le salaire de quelqu'un. Vous comprenez ce que je dis? Donc, il faut aller doucement, ce qui est nécessaire. Vous voyez, j'ai un professeur qui était très, très, très rigoureux. Il dit, ne prescrivez rien qui ne puisse orienter à un diagnostic. C'est-à-dire qu'on voit une cellule comme ça, juste par routine. Non, non. D'abord, il faut commencer en voyant la patiente. Est-ce qu'elle est capable de pouvoir faire ça? Parce que lui donner des examens à faire et qu'elle ne peut pas faire, c'est la rendre plus malade. Puisque tu as les examens avec toi et tu ne peux pas les faire, ça te rend malade. Donc le mieux, c'est d'orienter les examens, du moins les examens. Vous comprenez? La première des choses, c'est de faire d'abord un groupe sanguin. Savoir que... Deuxièmement, aller faire la numération pour voir si elle n'est pas anémiée. Troisièmement, voir certaines pathologies qui peuvent éventuellement avoir un impact sur l'enfant, la toxoplasmose, etc. Donc, faire un texte de rubéole ou bien de toxoplasmose. Et petit à petit, rentrer dans ces choses-là. Vous comprenez? Bon, en Afrique d'ici, ou bien en Côte d'Ivoire, bon, il y a la sérologie, mais attention, on nous a dit, il faut d'abord demander à la dame, est-ce qu'en faisant, je veux faire le test, mais si tu le fais de façon délibérée, mais si le résultat vient qu'il est positif, mon ami, tu vas avoir des problèmes, parce qu'elle peut te convoquer. Mais aussi, si tu ne le fais pas, et que plus tard on s'aperçoit que elle est séropositive, elle peut intenter un procès contre le médecin pour dire que si tu m'avais averti, je t'aurais dit oui et que j'aurais pris des précautions. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est juste suggérer. Vous suggérez, madame, je vais faire de la sérologie. Voilà. Sinon, maintenant, il y a des procès contre les médecins. Voilà. D'accord. Voilà. Et quand les consultations se font, quels sont les mots récurrents que vous détectez chez les différentes femmes enceintes? Bon, les mots, en principe, bon, ce sont les maladies chroniques, c'est-à-dire que le diabète, l'hypertension artérielle. Bon, et puis aussi, il y a la drépanocytose. Elle est drépanocytaire, bon, ça, il y a la drépanocytose. Ensuite, bon, il y a beaucoup de pathologies, les infections urinaires. Et puis, bon, il y a la toxémie gravidis, c'est-à-dire qu'elle fait un pic hypertensif en début de grossesse ou bien au milieu de la grossesse. Voilà, et puis pour éviter qu'elle ait cette toxémie gravidis, parce que moi aussi j'étais victime de ça. J'étais une fois victime. Ah oui, aucun médecin n'est à l'abri des choses. Hein. Aucun
médecin à l'abri de certaines pathologies qui peuvent survenir. C'est pourquoi on dit aux femmes toujours, c'est pas, je suis exigeant peut-être, je fais 9 consultations, il n'y a rien à faire. Débrouille-toi, mais j'appelle le mari, je dis, bon, elle va faire 9 consultations. Pourquoi? Parce que, écoute, elle a déjà des antécédents. La femme elle a déjà perdu un enfant. Le fait de perdre déjà un enfant, moi déjà, ça me fait mal au cœur. Parce qu'une femme, quand elle tombe enceinte, du moins quand elle ne voit pas ses menstrues, déjà ses rêves commencent. Elle commence à rêver. Elle commence à rêver d'un enfant qu'elle n'a jamais vu, qu'elle n'a jamais entendu. Elle ne connaît pas son visage, elle ne sait pas qu'il est, s'il est bleu ou blanc. Mais elle commence déjà à rêver. Et moi, je rentre dans son rêve. Je suis rentré toujours dans le rêve de la femme et je fais en sorte que ce rêve-là, elle puisse l'accomplir jusqu'au 9e mois. Et dès que l'enfant crie, alors ce rêve-là, la femme va tout vous dire. Il va devenir médecin, il va devenir pilote, il va devenir ministre, etc. Et il faut rentrer dans ce jeu-là. Et quand vous rentrez dans ce jeu-là, vous avez la femme avec vous. D'accord. Docteur, ça c'est la première grossesse. Quelle est la proportion de femmes? Parce qu'on a l'impression qu'elles consultent plus à la première grossesse et après, dans les autres grossesses, parfois on peut être amené à se le relâcher. C'est ça, c'est vrai. Et c'est vrai. Non, mais c'est pourquoi à la première grossesse, il faudrait que le médecin lui explique la nécessité de pouvoir revenir à chaque fois. À chaque fois. Parce que au cours il peut avoir des problèmes au premier trimestre de la grossesse. Il peut avoir des problèmes au niveau du deuxième trimestre et au dernier trimestre. Il y a des pathologies. Vous comprenez? Par exemple, on peut ne pas avoir un placenta préviable, c'est-à-dire qu'un placenta qui va bien. On peut saigner. On peut saigner sur une grossesse au deuxième trimestre ou au troisième trimestre. Vous comprenez? On peut ne pas saigner à la première grossesse, à la deuxième grossesse. Oui. Et puis les grossesses ne se ressemblent jamais. Chaque grossesse a son histoire. À son histoire. Et ça, la femme, je ne sais pas comment ce créateur, ou bien la nature a fait les choses, mais j'ai rencontré une dame, elle a fait 14 enfants. Il y a un qui est décédé là-dedans. Ignorant que je suis, je dis, oh, c'est pas grave, écoute, je suis très... Elle dit, quoi? Elle dit, mon bon petit, il dit, oui. Elle dit, chaque grossesse, je vais te dire l'histoire de chacune des grossesses. Et elle m'a raconté au détail près les 4. Elle dit, celui-là particulièrement, il m'a fatigué. Et elle m'a dit, pourquoi est-ce que la mort de cet enfant-là lui a fait du mal? Parce que vraiment, elle a enduré des choses avec cet enfant. Il y avait une communion. C'est pourquoi une mère a cette sensibilité-là de connaître ses enfants, chacun d'eux. Elle dit, celui-là, je le connais, je sais qu'il n'est pas capable de faire ça. Parce qu'il y a un lien. Il y a un lien qu'on ne peut pas expliquer. Voilà, un lien qu'on ne peut pas expliquer. Et vraiment, je tire chapeau aux femmes parce qu'elles ont cet instinct-là de pouvoir dire que cet enfant, je pense qu'il va me fatiguer. Ok, alors docteur, il y a aussi la dimension culturelle. Oui. Nous sommes en Afrique, la maman, c'est la première grossesse de sa fille, le papa, pareil, il y a des feuilles, il y a des... Voilà, il y a des feuilles, on va prescrire des tisanes, il faut boire ça, ma fille. Non, il faut se puriger, non. Ça va faire cela. Quand une femme commence, non, on ne boit pas, c'est se puriger. Voilà, oui, ça. Il y a des docteurs... Avec tous les purigeoires, il y en a de rouge, ah non, c'est le rouge qui est tout le purigeoir, avec ce fameux... Numéro, c'est quoi le numéro? Il y a le numéro combien? Tu peux me dire le numéro? En bonne baoulée. Je blague. Le plus baoulé? Non, il y a le numéro, il y a le 12, il y a le 13. Ça dépend du... Elle fait semblant de tousser, elle ne veut pas nous dire. Alors, parce que je vois un peu dans son... Pour être plus sérieux, je veux dire, comment faire? Est-ce qu'on alterne ou bien... Non, il n'y a pas d'alternance. Non, je pense qu'il n'y a pas d'alternance. Bon, ce que moi je propose, ce que j'ai toujours dit aux dames, hein, vous voyez, se puriger là, c'est bien. Mais en fait, on connaît les décoctions là, on ne sait pas justement ce qui rentre en ligne de compte. Vous comprenez? En médecine, par exemple, en te disant de faire des lavements, parce qu'on appelle ça lavement, moi je propose des lavements, mais à l'eau tiède, parce que le rectum est bourré. Vous comprenez, le rectum est bourré, la tête de l'enfant qui vient buter contre le rectum. Donc, ça rétrécit un peu la lumière rectale. Excusez-moi. Hein. Donc, la femme, elle est constipée, elle a une constipation basse. Par conséquent, elle peut, avec l'eau tiède, faire des lavements pour pouvoir évacuer justement le rectum. Vous interdisez... J'interdis. Pas de... Non. On ne se purige pas. Il a dit, hein, on peut le faire, mais avec de l'eau tiède. Avec les décoctions. Avec le conseil du médecin. Voilà. Mais sinon, avant ce qu'on faisait... Je rappelle qu'il s'agit de poire à lavement. Poire à lavement, de l'extérieur du pays. Mais avant, ce qu'on faisait, c'est qu'avant que la femme n'accouche, on lui fait des lavements pour pouvoir accélérer l'accouchement.
C'est ce qu'on faisait avant. Moi, j'ai entendu un docteur se plaindre dans une clinique parce que la maman avait tellement donné des feuilles qu'il y avait une césarienne, ils étaient obligés de faire une césarienne et ils ont sorti énormément de feuilles. Et le docteur se plaignait dans le hall. Il est venu trouver la maman dans le hall. C'était choquant qu'elle avait... Trouver des feuilles. Écoutez, non, attention. Des feuilles, de lavement régulier, des soins parfois. Vous savez, quand on est enceinte, il y a toujours une tante, une tata. Ce que je veux préciser, c'est que là où se trouve l'enfant, ce qu'on se dit avec ça ne rentre pas là-bas. C'est pas possible. Ce qui est sorti quand ça s'est passé... Ce qui est sorti peut-être du rectum. Oui. C'est peut-être qu'il y a eu de l'acacia, il y a eu un peu de feuilles d'acacia, tout ça. Il a peut-être vu ces choses-là. Ou bien des cerises de... Je sais pas. Donc, docteur, c'est interdit. Vous interdisez. Non, ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas du tout conseillé. Parce que quand tu vois interdit cela, quand on dit, oui, avant, nos parents faisaient ça, et puis nous, on est nés, et puis on est devenus intelligents. Nos parents, nos mamans qui faisaient ça avant, avaient l'alimentation qui allait avec. Il y avait l'environnement aussi qui allait avec. Avec tout ce qui est chimique, maintenant, c'est plus la même chose qu'avant. Peut-être, oui, mais il faut dire que l'alimentation n'a rien à voir avec l'accouchement, certes. S'il y a des complications. Si, non, c'est-à-dire. Qui mange beaucoup salé, ça n'a rien à voir. Oui, c'est vrai. Oui, il y a des règles hygiéno-diététiques qu'il faut donner à la main. Lorsqu'il y a une pathologie qui est sous-jacente, c'est important. Voilà. Maintenant, dites-nous, docteur, quelle est la première chose que vous faites quand vous recevez une patiente? La première chose qu'on fait, c'est son nom d'abord. Son nom, son prénom, son âge, sa taille, sa tension artérielle, sa température et même sa région d'origine, parce que c'est très important. Ah oui, parce que, écoutez, dans la région septentrionale, les gens se marient entre cousins et cousines, vous comprenez un peu? Donc il y a une pathologie qui peut être familiale, notamment la drépanocytose. Vous voyez? Voilà. Donc c'est important de pouvoir situer la région. C'est pas par machin. Si quelqu'un dit, ouais, je viens de Mans, il faut se méfier. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a un goitre, tout ça? Auquel cas, il y a la maladie qu'on appelle la maladie des bases d'eau. Vous comprenez? Il y a ça. Donc la région, c'est très important. Bon, maintenant, dans la région, c'est quelqu'un que je connais, où il y a la bilharziose, vous comprenez? Donc il y a tous ces phénomènes-là. Donc c'est important. Et puis, ça, ce sont les mensurations. Après, maintenant, on passe à l'examen obstétrical. Voilà. On passe à l'examen obstétrical, après avoir demandé son nom, etc. Et on demande aussi les antécédents de la femme, parce qu'elle a eu un premier bébé, un deuxième bébé. Comment se sont passées les autres grossesses? Dans sa jeunesse, comment elle s'est comportée aussi, tout ça. On pose toutes ces questions aussi. S'il n'y a pas eu de choses qui... Si elle a déjà eu des interruptions de grossesse. Oui, c'est important, parce que finalement, pour l'identifier, il y a la parité, c'est-à-dire le nombre d'enfants. Le nombre d'enfants qu'elle a, et puis les grossesses. Parce qu'une femme peut avoir eu 5 grossesses et peut avoir un enfant. Les 4 autres peuvent passer à la poubelle. Bon, donc, non, mais c'est vrai. Parce que, pourquoi? Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Elles ont une béance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le col, elle a tellement fait de curettage ou d'avortement spontané comme ça, que le col s'est ouvert. Et donc, cette grossesse-là, il faut se méfier. Si elle a eu des avortements spontanés comme ça, ou bien comme ça, alors il faut fermer ça. Il faut fermer pour qu'elle ait plus de chances, ou plus de probabilités pour que cet enfant reste et qu'il puisse... Fermer? Comment? Comment? Comment vous faites? Comment on fait? Jusqu'à la 12e semaine, on fait un cerclage. On fait un cerclage, et puis après, on libère la femme vers 9 mois et demi avant l'accouchement. Voilà. Donc c'est bon de dire l'anamnèse, c'est-à-dire comment c'est passé. Donner toutes ces informations. Voilà, toutes ces informations, c'est très important. Est-ce que nos sœurs, les Ivoiriennes, impliquent leur mari, ou bien il y a des maris qui d'office s'impliquent? Comment ça se passe? Est-ce que vous recevez plus de couples, ou bien vous recevez les femmes seules? Oui. En fait, quand le couple vient, il faut savoir que c'est la première grossesse. Voilà. Quand tu vois le mari de c'est que c'est la première grossesse. Là, il est tellement content, il vient voir, savoir comment ça se passe. Et puis, il est tout jovial. Tu dis, ouais, c'est ton... Et c'est pas faux en plus. Oui. Ouais, il est très content. Il dit, ouais, c'est ça. Alors, pour aller... Il pose toutes les questions. Non, on lui va poser toutes les questions. Donc, est-ce que ça va aller bien, tout ça. Mais à la deuxième grossesse, à la troisième, tu ne le verras plus. Parce que tu ne le verras plus, parce que bon, il est habitué à ça. Effectivement, il faut que les maris s'impliquent. C'est très important, il faut que les maris s'impliquent, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est le premier consultant. Le mari est le premier consultant. Il est le premier consultant et il est bon pour lui,
pour lui de pouvoir entretenir sa femme avant qu'elle n'aille dans la consultation prénatale. Parce que malheureusement, c'est que ce sont les querelles, les palabres à la maison qui peuvent avoir un impact négatif sur le déroulement de l'enfant. Oui, oui, parce que l'enfant déjà à 6 mois et demi, je vous le dis, à 6 mois et demi, l'enfant entend déjà. De grossesse. De grossesse, l'enfant entend déjà. Il entend et il voit la lumière. En 6 mois et demi, l'enfant entend. Donc, tous les bruits qui sont autour, il sait que sa maman est fâchée, il sait ce que sa maman t'a dit, comme il ne comprend pas, mais il sait. C'est-à-dire que tout le système neurovégétatif est déjà développé. Donc, méfie-toi de ce que tu racontes à ta femme. Méfie-toi lorsqu'elle se fâche. Méfie-toi de la musique, surtout de la musique. Ah non, 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 non. La musique. L'enfant entend la musique. Oui. C'est pourquoi, vous voyez, je ne sais pas, vous êtes au courant, mais on fait de la musicothérapie à les enfants. On va la musicothérapie. Voilà, voilà. Bon. Alors, imagine donc que tu mets du reggae, ben, tu ne seras pas étonné un jour que l'enfant... Le reggae au moins... Oui, tu ne seras pas étonné un jour que l'enfant commence à avoir des attitudes, à avoir le micro. Vous comprenez? L'idéal, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut allier en même temps... psychologie, avec le conjoint, être assidu au rendez-vous. Voilà, c'est ça. Et puis, mais pas seulement le conjoint. Et puis ne pas être trop ouvert par rapport à tout ce qui vient du village, tout ça. Bon. Et puis, c'est pas là-bas aussi. Au lieu de travail aussi, c'est important. Vous voyez? Parce que la femme, elle va au travail. Quand elle est enceinte, elle va au travail. Parce qu'on croit que la consultation prénatale, c'est seulement à l'hôpital. C'est certes, c'est vrai, ce sont eux qui sont habités. Mais au travail, c'est important. S'il est trop stressé au travail, ça va avoir un impact négatif sur l'enfant. Si au niveau de la famille, vous voyez, elle est enceinte, on dit non, j'ai vu des cas où on dit tu n'es pas encore doté, il faut que tu enlèves la grossesse. Quoi? Ah oui, j'ai vu des cas. J'ai vu des cas où des mères ont poussé leur enfant à enlever une grossesse parce que c'est un déshonneur pour la mère que sa fille ne soit pas vierge pour aller se marier. Et elle a eu peur, elle a vu me voir me dire que docteur, il faut m'enlever ça parce que c'est un déshonneur pour ma mère. Si on ne sait pas que pendant la nuit de noces, on ne trouve pas du rouge sur le drap blanc. Mais de toutes les façons, elle est déjà enceinte. Bah, même monsieur l'enceinte, quand on enlève ou pas, on peut désenceinter ça. On ne retrouvera pas du rouge sur le drap blanc. Comment? Pardon, je dis, elle est déjà enceinte. Oui. Quand on enlève la grossesse ou pas, on ne retrouvera pas du rouge sur le drap blanc. Oui, non, mais elle n'est pas, malheureusement, c'est vrai qu'elle n'est pas enceinte de la personne. Elle peut être enceinte de la personne. Mais je vous le dis franchement. Ça montre un peu la dimension sociale aussi de vos interventions. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui visite ou bien qui consulte des femmes, mais vous êtes aussi quelque part quelqu'un de... C'est holistique. Oui, une grossesse est holistique. Il faut s'occuper d'abord physiquement, et puis il faut s'occuper de son environnement. Et il faut s'occuper aussi de sa façon de voir les choses. Vous comprenez? C'est très important. Parce qu'il y a des femmes enceintes, au-delà d'aller chez leur gynécologue, qui vont chez un psychologue aussi. Mais oui, c'est important. Parce que j'ai eu tellement de cas comme ça. J'ai eu tellement de cas où elle est enceinte et puis elle a son premier travail. Tu fais comment? Elle a postulé pour un travail. Et le résultat sort. On dit qu'elle est policier. Et puis là, elle est enceinte. On fait comment? Il y a un problème. Vous faites quoi? Ou il y a eu un qui me demande, ah non docteur, je ne peux pas, parce qu'elle vient de trouver son premier travail, elle sera en CDD. Donc pour ne pas que moi je sois vraiment, parce qu'elle a été à ma charge jusqu'alors, maintenant qu'elle a eu ce travail, je fais comment? Elle a 2 mois de grossesse. Quelle est l'attitude à adopter? Généralement, les femmes elles camouflent. Elle est camoufle, mais tu le camoufles. Mais ça, le camouflage. Pas longtemps. Ouais, c'est pas longtemps. J'ai fait comme moi le médecin. Bon, donc il y a le volet psychologique, la prise en charge de la grossesse. C'est très important. Vous voyez? Ouais. Il y a des métiers. Docteur, pour cette année 2018, certainement que des couples ont pris des résolutions, faire des enfants, premier, deuxième, troisième enfant. Quels conseils vous pouvez donner par rapport à la grossesse, aux examens, aux consultations? Par rapport aux consultations, ce que je conseille, c'est d'aller régulièrement aux consultations. D'accord? Et de se plier à ce que le médecin dit. D'accord? Et aussi demander à mes collègues vraiment de faire une prise en charge holistique. C'est-à-dire quoi? L'homme ne sait pas faire des chairs seulement. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Donc, faire une prise en charge holistique, c'est très important. Vous comprenez? Parce que quand l'enfant vient, quand l'enfant doit venir, il vient dans un environnement. Vous comprenez? Et si cet environnement n'est pas propre et que la mère est de l'autre côté, le papa est de l'autre côté, comment gérer ça? C'est une vie qu'il faut gérer. Celui qui gère un enfant, il gère toute une nation. Donc cet enfant, il faut le gérer. Parce que tu ne sais pas ce que cet enfant va devenir. Peut-être un délinquant qui va peut-être braquer une banque et puis il va y avoir des morts. Donc il faut le gérer.
ou bien c'est un futur président, auquel cas il faut le gérer. Vous comprenez? Donc chaque enfant pour moi est très important. Chaque enfant pour moi c'est très important. Et si quand une femme fait un avortement, même à 1 mois, c'est douloureux, c'est très douloureux. Vous comprenez? Ne dites pas comme ça, oh ça fait rien. Dites à une femme ça fait rien 1 mois, je vous dis, elle ne va plus jamais revenir. Plus jamais elle va revenir. Mais si vous participez à sa douleur, je vous dis non et qu'il y a une seconde chance pour qu'un enfant, elle est rassurée. Vous voyez? Et puis la femme, elle a une dynamique d'oubli. Elle a une dynamique d'oubli. Son rêve peut partir, mais elle est tout le temps en train de rêver d'avoir un autre enfant. C'est ça qui est le talent de la femme. Différent de l'homme. L'homme, lui... Vous êtes un homme. Écoutez, vous êtes un homme. Non, c'est pas parce que je suis un homme qu'il ne faut pas que je... Ah oui. Ah non, pas déconner. Vous avez des enfants? Oh, j'en ai 5. 3 filles, 2 garçons. Et comment ça s'est passé? Ne le provoquez pas. Je vous préviens, je le connais. Oui, allez-y pour terminer. Vous avez consulté votre... Non, ce qui était... Non, je vais te dire, ce qui était extraordinaire. Ne mettez jamais l'homme sous cale. C'est-à-dire que les rapports sont possibles jusqu'à 9 mois, jusqu'au jour de l'accouchement. Je tiens à le préciser. Hein. Je dis ça aux femmes. Je dis ça aux femmes parce que pour un homme qui est fidèle, et qu'il risque de devenir infidèle pendant les 9 mois. Parce que si vous vous dites non, je ne veux pas, c'est possible d'avoir des rapports avec une femme jusqu'à 9 mois, jusqu'au la veille. J'en suis l'exemple. Jusqu'au matin de l'accouchement. Jusqu'au matin de l'accouchement. Où est le problème? Il dit j'en suis l'exemple. Qu'est-ce que ça fait? La charité bien dans ça fait du bien au bébé, ça fait du... Non, ça fait du bien à l'homme. Il se sent, voilà, le responsable. Et la femme, quand même. Oui, mais c'est égoïste, quand même. Non, c'est pas égoïste parce qu'il faut qu'elle sache, elle ignore quelque chose, c'est que le sperme de l'homme contient des produits, j'ai pas vu des produits, qu'on appelle des prostaglandines. Et ces prostaglandines-là sont nécessaires pour pouvoir, pour un accouchement facile. Donc, si tu te mets ça dans la tête que mon mari a un médicament qui va m'injecter pour que je puisse bien accoucher. Mais c'est terminé. Donc là, s'il fait ça, s'il fait le doigt comme ça, tu vas courir, par exemple, c'est le médicament qui t'est approprié pour que tu puisses accoucher facilement. Oui. Donc c'est une histoire de renouveler tes pensées, c'est tout. Mais si tu dois dire que oui, non, moi, je ne vais rien sentir. Tu vas sentir. Oui, d'accord. Et l'enfant, je vous dis, comme je l'ai dit, l'enfant déjà, comme il y a un développement neurologique, l'enfant ressent ce que son père ressent. Donc il est content. Papa, vas-y. On est très heureux de vous poser cette émission. Merci, docteur. Laissez-moi faire la conclusion. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur. Donc, on se rend compte que c'est très important. Les consultations et les examens prénatales, c'est très important. Donc, futurs parents, n'hésitez pas, voilà, dépassez vos peurs. Allez rencontrer les médecins, les gynécologues qui sont là. Ils sont là pour vous donner des conseils appropriés afin que votre grossesse se passe très bien. On se donne rendez-vous demain sur le même canal. Au revoir.